Ce diaporama va nous permettre d'aborder les conséquences de la consommation d'alcool de la mère sur la grossesse et le développement de l'enfant. Il n'est pas inutile de rappeler les recommandations en population générale, indépendamment de la grossesse. Les seuils en réduction de risque à ne pas dépasser sont maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. On dit de façon plus précise 2 jours sans alcool dans la semaine, soit pas plus de 10 verres standards par semaine. Alors bien sûr, il s'agit de repères à moindre risque et non de repères en dessous desquels les risques n'existent pas. Il y a quand même un risque de cancer dès le premier verre, par exemple. Et puis ensuite, il y a les susceptibilités individuelles. Pour pouvoir tenir compte de ces repères, il est important de connaître ce que représente un verre standard. C'est 10 grammes d'alcool pur. Donc les personnes souvent ne se réfèrent pas à ces références. Il est important de dire un verre tel qu'il peut être servi au bar ou au restaurant, mais aussi il faut faire le rapprochement avec les bouteilles traditionnelles de vin, d'alcool, en nombre de verres. Par exemple, une bouteille de vin, c'est à peu près 7 verres standards d'alcool. Alors, quelles sont les conséquences chez la femme de cette consommation d'alcool? Ben, tout d'abord, il faut savoir qu'elle consomme plus souvent de manière psychotrope, anxiolytique. L'alcool thérapeutique est plus fréquent chez la femme que chez l'homme. Souvent, la consommation peut être en lien, du moins la consommation excessive, en lien avec un psychotraumatisme. De même, la femme est plus vulnérable aux effets de l'alcool que l'homme. Bien que ceci ne soit plus retenu dans les seuils à risque, il faut en avoir conscience. Il y a un risque augmenté de cancer chez la femme, notamment de cancer du sein, de troubles cardiovasculaires comme l'hypertension, le risque d'accident vasculaire cérébral, le risque de cirrhose. L'alcool peut être responsable de métrorragie, d'aménorrhée, de ménopause précoce, de troubles de la libido, donc avoir une influence sur la génitalité et la sexualité. L'usage à risque d'être victime également. En effet, la consommation d'alcool favorise les agressions, les viols, les violences conjugales, on le sait bien. Enfin, il y a des conséquences sur la grossesse qui nous concernent plus spécifiquement ici, avec des fausses couches spontanées, des morts fœtales in utero et des accouchements prématurés. Donc on voit que même chez la femme, indépendamment de l'enfant qui nous préoccupe ici, il y a des conséquences graves. Et alors, quelles sont les conséquences de l'alcoolisation fœtale? Eh bien, la consommation d'alcool pendant la grossesse est un facteur de risque majeur de troubles du développement chez le fœtus. On parle de troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale, ou TSAF, qui est une manifestation de l'exposition prénatale à l'alcool. Et la prévalence en est très sous-évaluée. Bien que l'on ne dispose pas de données épidémiologiques, je dirais, rigoureuses en France, on estime qu'il y a un enfant sur 1000, une naissance sur 1000 d'un enfant qui est porteur d'un syndrome d'alcoolisation fœtale et un sur 100 qui est porteur d'un trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale, qui est la forme atténuée sans les dysmorphies faciales. Donc, on y reviendra plus loin, mais il faut donc savoir que comme ce trouble dure toute la vie, nous avons en France environ, c'est une estimation approximative, 600 000 personnes qui vivent avec un trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale. C'est un enjeu majeur de santé publique. Je sais qu'on a tendance à le dire souvent, mais c'est une réalité ici. En fait, c'est la molécule alcool qui est dangereuse, quelle que soit la sévérité du trouble de l'usage chez la mère et quelle que soit la boisson contenant cet alcool. En effet, l'alcool va avoir une diffusion transplacentaire, c'est-à-dire que le placenta n'est pas une barrière vis-à-vis de l'alcool. Donc, le taux d'alcoolémie sera identique chez la mère et chez le fœtus. Mais en plus, outre le fait que le fœtus a un cerveau qui est immature et en pleine construction, il va y avoir une immaturité hépatique qui va faire que le foie a du mal à métaboliser l'alcool. Donc l'alcool va persister plus longtemps à des taux plus élevés chez le fœtus. Il va se retrouver également dans le liquide amniotique. Or, le fœtus tète le liquide amniotique pendant la grossesse. Donc il va continuer à consommer de l'alcool
le fœtus alors que la mère ne boit plus. Donc on voit que toutes ces considérations font que l'alcool va monter à un taux quand même plus élevé chez le fœtus, plus longtemps et de façon beaucoup plus toxique sur un cerveau qui est en pleine construction. Une fois ceci identifié, quel est l'impact de l'alcool sur le bébé pendant la grossesse? Alors j'aime bien cette image qui montre les différents organes du fœtus et leur sensibilité à l'alcool selon la période de développement. On voit que c'est surtout le système nerveux central qui va être sensible toute la grossesse. Les autres organes seront surtout sensibles à l'alcool en début de grossesse. Ceci dit, tout ceci est extrêmement variable en fonction de considérations multiples. Et même si on peut dire que les 15 premiers jours de grossesse, c'est-à-dire sur la période des 4 premières semaines d'aménorrhée, les cellules sont totipotentes et donc on peut être rassurant, on ne peut pas être totalement rassurant. De plus, une seule alcoolisation peut avoir des dégâts majeurs, surtout si elle est importante. Donc, la seule recommandation possible, c'est zéro alcool durant la grossesse. On le voit bien pour être totalement rassurant. Si le fœtus est exposé à l'alcool, le retentissement va varier en fonction de la quantité d'alcool absorbé, bien sûr, des modalités de consommation plus ou moins rapides et importantes, de l'usage d'autres substances psychoactives, association au cannabis, au tabac, des médicaments, du stade d'exposition plus ou moins tôt dans la grossesse, mais aussi de la capacité métabolique de la mère et de l'enfant, de l'équipement génétique du fœtus. On voit bien qu'il y a plein de paramètres qui vont se conjuguer, rendant les choses beaucoup plus complexes. Ce que l'on peut dire quand même, c'est que les tableaux les plus complets, les plus graves, surviennent toujours après de fortes consommations quotidiennes ou des alcoolisations aiguës fréquentes. Ainsi, le risque est très augmenté pour les femmes qui consomment tous les jours plus de 1 à 2 verres ou qui ont plusieurs épisodes d'alcoolisation aiguë avec souvent ivresse. Ensuite, les données sont contradictoires, il faut bien le dire, pour des consommations plus faibles qui peuvent tout de même être à l'origine de troubles du neurodéveloppement. Ceci nous oblige, par mesure de précaution, à proposer le message suivant, zéro alcool dès le désir de grossesse. Car en effet, la femme va se savoir enceinte alors que le bébé a déjà minimum 2 semaines d'existence et donc le bébé aura pu être exposé déjà à de l'alcool durant une période particulièrement sensible. Si on reprend les signes cardinaux du trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale, et surtout ici du syndrome d'alcoolisation fœtale, on voit qu'il y a un faciès caractéristique que nous allons étudier, un retard de croissance intra-utérine, c'est-à-dire un retard du périmètre crânien inférieur au 10e percentile suppose de demander la consommation d'alcool pendant la grossesse. Bien sûr, des troubles neurodéveloppementaux, qui est le nœud un peu de l'affaire aussi, et des malformations diverses, notamment cardiaques, squelettiques, rénales, oculaires, de la surdité, qui sont augmentées de 30% en cas d'alcoolisation fœtale. Donc on voit qu'il y a tout un spectre lié à l'alcoolisation fœtale qu'il convient d'identifier. C'est pour ceci que finalement le message est simple, c'est zéro alcool durant toute la durée de la grossesse et de façon optimale dès le désir de grossesse, puisque c'est surtout au début de celle-ci que le risque sera le plus important. Bien que les choses ne soient peut-être pas totalement stabilisées aujourd'hui, les définitions ont beaucoup évolué et les termes utilisés ont beaucoup évolué, j'essaye de reprendre ici les définitions contemporaines avec les noms contemporains des TESAF. Donc on distingue les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale avec traits faciaux caractéristiques, ce qu'on appelait surtout autrefois le syndrome d'alcoolisation fœtale, où là nous avons une dysmorphie faciale avec 3 traits faciaux caractéristiques que l'on va reprendre, un retard de croissance staturopondérale et une preuve de déficience dans au moins 3 domaines du développement neurologique, neuroanatomie, cognitif, comportement, mémoire, attention, langage, motricité, etc., ou une microcéphalie chez les nourrissons et les jeunes enfants.
Et la deuxième catégorie, ce sont les spectres du trouble de l'alcoolisation fœtale centré-faciaux caractéristique, que l'on dit aussi TSAF-NS, non syndromique, ou TNDLA, troubles neurodéveloppementaux liés à l'alcool. Et là, finalement, il va falloir avoir une preuve de déficience dans au moins 3 domaines du développement neurologique, comme ceux déjà cités, ou la microcéphalie, et en même temps la confirmation de l'exposition prénatale à l'alcool avec estimation de la dose à un niveau connu pour son association avec les effets sur le développement neurologique. Et c'est là où il y a un petit peu un doute, un point d'interrogation. Je vous présente ici donc ce petit bébé qui est assez typique et qui est tout mignon avec son petit nez retroussé, son philtrum bombé, ses fentes palpébrales étroites qui correspondent aux traits caractéristiques du syndrome d'alcoolisation fœtale. Et on les voit un peu mieux sur cette diapositive où on voit bien la lèvre supérieure fine également de cette patiente, un philtrum lisse sur cet autre patient et enfin les fentes palpébrales étroites. Et comme c'est couramment le cas aux États-Unis, ils ont présenté les choses selon les 4 races représentées dans leur pays et sur le plan mondial. Donc, et là, on le voit également de façon plus typique. Et on voit qu'avec l'âge, les traits caractéristiques peuvent s'atténuer et être moins frappants, mais il est important quand même. Là, on compare le même individu, bébé et adulte, et on voit que les choses se modifient quand même, même si elles restent perceptibles. Le problème n'est donc pas, comme on l'a déjà dit, spécifiquement la face, même pour les formes les plus graves, bien sûr, mais c'est surtout le cerveau. Il y a une diversité de troubles cognitifs et comportementaux qui sont permanents. Donc ceci va avoir un impact très très important sur les apprentissages, l'insertion sociale et professionnelle. Donc le repérage est plus difficile et plus tardif chez les personnes ne présentant pas de faciès caractéristique. Et on parle alors de handicap invisible. En effet, quand on a un faciès caractéristique, les professionnels de santé sont vigilants. Mais souvent, il n'y a pas ce faciès. Donc on va avoir un handicap souvent qui est mal identifié, mal diagnostiqué. Et là, il y a un risque de mauvaise interprétation du comportement et on peut dire c'est de la mauvaise volonté, c'est de la provocation, de la paresse, c'est un délinquant, etc. Les principales manifestations des troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale, donc visibles dès l'enfance, sont sur les aspects cognitifs, avec une faible mémoire de travail, une limitation intellectuelle, une désorganisation, les aspects émotionnels, des réactions affectives inappropriées, une impatience, une intolérance à la frustration, des aspects moteurs, difficultés de coordination, une agitation excessive, ce qui peut les faire identifier dans des troubles de l'hyperactivité, par exemple, ou des troubles de l'attention. En cas de syndrome d'alcoolisation fœtale, les aspects physiques sont retrouvés, on les a déjà décrits, et les aspects sociaux, faible contrôle de soi, faible capacité de jugement, difficulté de positionnement social. Les personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale vont être plus exposées que les autres à un risque judiciaire. En effet, du fait des troubles multiples que l'on a déjà décrits, et notamment de leur forte influençabilité, ils sont très vulnérables avec des troubles psychiatriques associés, des troubles, une déficience intellectuelle fréquente. Et notamment, on voit que le risque d'être incarcéré est multiplié par 19 chez les personnes atteintes et 60% d'entre elles rencontrent des problèmes avec la loi. Et si on a quelques chiffres concernant les personnes incarcérées, on en a moins sur les personnes qui sont victimes, mais les expériences des uns et des autres montrent qu'elles sont encore plus souvent victimes qu'elles ne sont délinquantes. Par exemple, moi-même, j'ai une patiente qui a été comme ça victime enfant de la prostitution par sa mère. Sa mère est elle-même prostituée, a prostitué sa fille, puis ensuite elle a été plus ou moins prostituée par son conjoint, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, d'autres sont victimes de vols, de harcèlements divers et variés.
Donc le risque est extrêmement important à ce niveau. Alors on voit bien à travers tous ces éléments l'intérêt du diagnostic. Le premier point, c'est que souvent il y a une sous-estimation du problème qui fait que les mesures ne sont pas développées à la hauteur nécessaire. Deuxièmement, il y a une amélioration du devenir si la prise en charge est précoce, notamment au niveau de la scolarité, prise en charge anticipatoire du risque de chômage, je veux dire, du risque d'addiction et de troubles mentaux, de démêler avec la justice, de comportements sexuels inappropriés. Si on s'y attend, on peut prendre des mesures plus préventives ou être plus vigilant sur les premiers signaux. Troisièmement, il y a des besoins spécifiques à l'école et au regard des professeurs. Il y a des modalités éducatives qui peuvent être adaptées. Et quatrièmement, il y a un intérêt pour la fratrie. En effet, il s'agit à partir du moment où on sait qu'il y a un TESAF dans une famille, ça permet de faire des repérages des consommations dans la famille et de voir si les autres enfants sont atteints et également de faire une prévention du risque alcool lors de la grossesse ultérieure, s'il y en a une. Alors, que faire en pratique? La première cible est la mère. Il est capital d'instaurer une relation de confiance empathique afin d'aborder la question de l'alcool et de donner une information claire sur les conséquences néfastes de sa consommation pendant la grossesse. Il s'agit aussi et surtout de repérer les femmes en difficulté avec l'alcool, un suivi adapté étant alors nécessaire. On voit bien que cette information complète de l'ensemble des risques et de leur gravité sera d'autant plus facile que la personne n'est pas encore enceinte. Donc toutes les femmes en âge de procréer doivent être informées. La deuxième cible est l'enfant. Le syndrome d'alcoolisation fœtale doit se diagnostiquer à la naissance devant la dysmorphie crânio-faciale typique, le retard staturopondéral et la microcéphalie notamment. Dans les TESAF sans dysmorphie, le repérage sera plus tardif et deux situations sont possibles. Si on sait ou soupçonne fortement que l'enfant a été exposé à l'alcool durant la grossesse, on recherchera des signes cliniques évocateurs le plus tôt possible. Parfois, c'est la présence de ces signes, notamment à l'entrée à l'école, qui nous amènera à rechercher une exposition fœtale à l'alcool non tracée jusque-là. L'orientation la plus précoce possible de l'enfant pour un diagnostic et une évaluation précise des conséquences permettra de limiter le surhandicap et notamment le risque judiciaire, comme on l'a vu précédemment. On ne doit pas enfin oublier une troisième cible, l'entourage, dont l'influence parfois délétère pourrait être sûrement plus favorable. Je vous remercie pour votre attention.